Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, évaluation du programme Doha entre la Guinée et le système des Nations Unies. On note une progression de notre pays pour sortir de la catégorie des pays les moins avancés. L'espoir est fondé sur le projet Simandou 2040. Lutte contre les mouches de fruits, le projet de soutien au plan régional avec un accent particulier sur la filière mangue prend fin. Des échanges ont été menés sur les acquis et les perspectives du projet. Fin de la campagne de prise en charge gratuite en chirurgie maxillofaciale au CHU d'Onka. Il a été question de développer les compétences du personnel de l'hôpital conformément aux objectifs des responsables de l'établissement. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, cette décision du Conseil de sécurité et de médiation au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Freetown, le 26 janvier 2026. Décision MSC ADEC 1.1.26 portant levée de toutes les sanctions de la CEDEAO à l'encontre de la République de Guinée. La conférence des chefs d'État et de gouvernement décide. Article 1er. Levée de toutes les sanctions. Toutes les sanctions prises à l'encontre de la République de Guinée dans le cadre de la facilitation du rétablissement de l'ordre constitutionnel sont par la présente levée. Article 2. Participation aux réunions des instances de décision. La présente décision MSC ADEC 1.1.26 lève la mesure de suspension de la participation de la République de Guinée à toutes les réunions des instances de décision de la CEDEAO. Article 3. Publication 1. La présente décision MSC ADEC 1.1.26 est publiée au journal officiel de la communauté dans un délai de 30 jours à compter de sa signature par le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. 2. Elle est également publiée par chaque État membre dans son journal officiel 30 jours après sa notification par le président de la commission. Article 4. Entrée en vigueur. La présente décision MSCA DEC 1.1.26 entre en vigueur dès sa publication. Fait à Freetown ce 26 janvier 2026 pour la conférence, le président, son Excellence Gilus Madabio. On enchaîne avec ce message arrivé du secrétaire général des Nations Unies à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Le 27 janvier 2026, Monsieur le Président, à l'occasion de votre investiture récente en tant que président de la République de Guinée, je vous adresse mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Je prends bonne note des engagements que vous avez pris lors de votre discours d'investiture, notamment en faveur de la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accroissement de la participation des femmes et des jeunes à la vie publique. Je vous renouvelle l'engagement de l'Organisation des Nations Unies à continuer d'accompagner le peuple et le gouvernement guinéen afin de favoriser le renforcement de l'état de droit ainsi que la promotion des principes démocratiques et la protection des droits humains. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Antonio Guterres. À la une de l'actualité ce soir, installation du Premier ministre chef de gouvernement ce mercredi au Palais de la Colombe, une cérémonie officiée par le vérificateur général en présence du cabinet présidentiel, à l'occasion pour Amadou Ouriba de réaffirmer son engagement à conduire une action gouvernementale alignée sur les orientations stratégiques du président de la République. Compte rendu Oumar Bari. La cérémonie officielle d'installation de M. Amadou Ouriba, Premier ministre chef du gouvernement, s'est tenue ce mercredi 28 janvier 2024 au Palais de la Colombe, sous la présidence du ministre général Amara Camara et du ministre directeur
cabinet de la présidence. Le solennel marque officiellement l'entrée en fonction du chef du gouvernement et l'ouverture d'une nouvelle phase de l'action gouvernementale au service du peuple souverain de Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes personnalités, notamment le vérificateur général Dr Joseph Tognadoré, des conseillers à la présidence, du chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que des responsables intérimaires des départements ministériels. D'anciens premiers ministres ont également honoré l'événement de leur présence. Conduisant la prise de fonction, le vérificateur général Dr Joseph Tognadoré a rappelé la portée et la complexité des missions confiées au Premier ministre, soulignant les exigences élevées liées à la conduite de l'action gouvernementale dans un contexte de refondation profonde de l'État. Il a ensuite donné la parole au chef du gouvernement. Dans son allocution, M. Amadou Ouriba a déclaré mesurer pleinement la signification politique de la responsabilité qui lui est confiée. Il a réaffirmé son engagement à conduire un gouvernement résolument aligné sur les orientations stratégiques du président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, afin de répondre efficacement aux préoccupations majeures du peuple souverain de Guinée. Il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance exemplaire, fondée sur le sens élevé de la responsabilité, la redevabilité et l'efficacité de l'action publique. Le 26 janvier 2026, le président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, a fait le choix de renouveler sa confiance en me nommant à nouveau Premier ministre chef du gouvernement. J'en mesure pleinement la signification politique et la charge de responsabilité qui en découle. Je tiens en ce moment solennel à exprimer au président de la République ma reconnaissance respectueuse et ma loyauté républicaine. Sous son autorité, la Guinée est sortie d'une période d'incertitude profonde pour retrouver la stabilité institutionnelle, la crédibilité de l'État et la primauté du droit constitutionnel. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire devra incarner un État stratège et responsable dans ses engagements. La crédibilité de l'action publique reposera sur la cohérence des politiques menées, la qualité de leur mise en œuvre et la capacité collective à produire des effets visibles et durables sur la vie des populations. La primature jouera pleinement son rôle de centre de pilotage de l'action gouvernementale. Elle devra garantir la coordination effective des politiques publiques, renforcer la culture de l'évaluation et installer durablement une logique de responsabilité partagée en conformité avec la maîtrise fondée sur les faits et orientée vers la confiance. Le cadre engage une transformation profonde de notre modèle économique, social et institutionnel. Et il suppose une administration modernisée, des compétences mobilisées, une gouvernance fondée sur la transparence et une exigence accrue de performance publique. Je veux adresser aux femmes et aux hommes de notre administration le renforcement de l'État passe par l'exemplarité de celles et ceux qui le servent. Le sens du devoir, la rigueur professionnelle et la loyauté institutionnelle doivent demeurer les repères de l'action publique. À nos compatriotes, je veux dire que la période qui s'ouvre appelle un engagement collectif, renouvelé. L'État assumera pleinement ses responsabilités, mais la construction démocratique et le développement durable de la Guinée exigent la contribution de toutes ces forces vives.
C'est à cette exigence que le gouvernement consacrera son action. À l'issue de son intervention, le vérificateur général a officiellement renvoyé le Premier ministre chef du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions en lui rappelant les missions essentielles qui lui incombent pour garantir la cohérence de l'action gouvernementale et l'atteinte des résultats escomptés. En vous renouvelant sa confiance, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, vous confie une mission d'une portée historique. Conduire l'action gouvernementale dans un contexte exigeant, marqué par de fortes attentes sociales, économiques et institutionnelles, et orienter notre pays vers la modernité, la stabilité et le progrès. Monsieur le Premier ministre, je vous adresse au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes vœux sincères et plein succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Que votre action soit guidée par l'intérêt général, l'écoute, la justice et l'efficacité pour une Guinée unie, stable et prospère. La cérémonie s'est achevée par l'installation du Premier ministre chef du gouvernement dans son bureau. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je viens vous installer officiellement dans vos nouvelles fonctions. La reconduction de M. Amadou Ouriba à la primature s'inscrit dans une logique assumée de continuité politique. Économiste chevronné et homme politique d'expérience, M. Amadou Ouriba dispose d'une connaissance approfondie de la vie publique nationale, adossée à un réseau solide, tant sur le plan national qu'international. Intellectuel reconnu pour son intégrité, son patriotisme, sa lucidité et son sens de la mesure, et s'est imposé comme une figure centrale du paysage politique guinéen. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, il a joué un rôle déterminant dans la refondation de l'État. En définitive, la reconduction du Premier ministre Amadou Ouriba, tout comme la nouvelle configuration gouvernementale, constitue un jalon majeur à l'entame du septennat du Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya. À travers cet acte, le chef de l'État réaffirme sa maîtrise du tempo politique et sa volonté de déployer une gouvernance participative cohérente, stable et résolument tournée vers l'intérêt général et le bien-être du peuple souverain de Guinée. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée et le système des Nations Unies évaluent le programme de Doha pour les pays les moins avancés. L'examen révèle que notre pays a fait d'importants progrès pour sortir de la catégorie des pays les moins avancés. En plus, des projections démontrent que le programme Simandou 2040 sera le catalyseur pour changer le statut de la Guinée. Mamadou Saliouba. Classée dans la catégorie des pays les moins avancés, la Guinée est engagée dans des programmes de développement pour changer de statut. Ici, le ministère du Plan de la coopération internationale et du développement et le système des Nations Unies examinent le programme de Doha pour les pays les moins avancés. C'est un processus participatif et rigoureux parce qu'il y a eu un consultant qui a été recruté et également une assurance qualité où on a impliqué plusieurs ministères, des avancées dans le domaine, par exemple, de la science technologie. La Guinée a fait beaucoup de progrès, mais ces progrès sont encore fragiles et aussi inégalement répartis en fonction des différents domaines et aussi inégalement répartis au niveau du pays. La Guinée, avec ses grands projets et programmes de développement, se met sur la trajectoire de sortie du groupe des pays les moins avancés. Il y a une vision de développement très claire, chef de l'État,
qui trace la direction dans laquelle nous voulons conduire le développement de la Guinée sur les 15 prochaines années. Il y a aussi, cette vision est traduite dans un document de planification dénommé Programme Simondo 2040. Ce rapport à mi-parcours fait partie de ces documents de diagnostic de la situation de développement de la Guinée avec les indicateurs clés, notamment le développement du capital humain, que nous devrions valider aujourd'hui pour pouvoir amorcer un développement harmonieux, durable, résilient, dans une approche inclusive et participative, afin de sortir notre pays de la catégorie des pays les moins avancés. L'examen à mi-parcours pour la validation politique du programme de Doha en faveur des pays les moins avancés augure des belles perspectives quant à la sortie de la Guinée de la catégorie des pays les moins avancés. Pendant ce temps, la campagne de dissémination des rapports ITIE 2022-2023 se poursuit à l'intérieur du pays. Après Fria, la mission s'est rendue à Bofa pour présenter et expliquer le contenu du rapport à la communauté. L'exercice vise à créer la transparence par rapport aux paiements effectués par les sociétés minières. Moussa Kouyaté, reportage. La délégation conduite par Abdoulaye Souma a présenté et expliqué le rapport devant les autorités administratives, communales et des acteurs de la société civile massivement mobilisés. Dans la salle, des exemplaires du rapport ont été distribués à tous les participants pour une large connaissance du contenu. Il y a un fort intérêt de la part des participants. Les participants ont très bien apprécié le contenu de ces rapports. Ils se sont intéressés surtout aux revenus qui reviennent à leurs collectivités respectives. Ils ont eu à poser d'amples questions pour comprendre comment se fait le paiement et comment l'utilisation judiciaire doit se faire et quel est encore l'apport de l'ITIE par rapport à ce processus. Faire la transparence pour que ce que les zones minières donnent revienne à la communauté. En tant que maman, nos enfants qui sont dans les zones minières, nous les exhortons à faire la paix, à faire une bonne conduite. Parce que sans la paix, rien ne peut marcher. Sans la paix, les sociétés ne peuvent pas évoluer chez nous. S'il y a la paix, la société gagne, nous aussi nous gagnons. Cette campagne d'information auprès des populations dans les zones minières est un élément essentiel pour une gestion rationnelle des ressources financières perçues par les communautés. Cet atelier de dissémination ne doit donc pas être perçu comme une simple activité de résultat, mais plutôt comme un cadre d'échange franc et constructif, visant à mieux comprendre les données du rapport, à identifier les défis persistants et formuler des recommandations utiles pour l'amélioration de la gouvernance minière au niveau local et national. Les autorités des communes rurales de Bofa ont salué et apprécié la démarche de l'ITIE. Selon elles, il faut multiplier cette initiative auprès des populations dans le but d'informer sur les paiements effectués et maintenir le calme et la sérénité dans les zones minières. Autre titre de ce journal, après 5 années de mise en œuvre, le projet de soutien au plan régional de lutte contre les mouches de fruits arrive à son terme. Acteurs publics et partenaires techniques se sont retrouvés à Conakry autour des résultats. Ils ont partagé les acquis et tracé les perspectives. Reportage Al-Khali Fouri Kobele Keita, Marwan Kamara. Les mouches des fruits représentent une menace majeure pour la production fruitière en Afrique de l'Ouest, causant d'importantes pertes économiques. Pour faire face à ces ennemis discrets mais redoutables, un système régional innovant de contrôle des mouches des fruits a été mis en place pour accompagner les paysans. Après 5 années de gestion, les acteurs du secteur et partenaires se retrouvent pour dresser le bilan et partager les leçons apprises. Ce projet a eu de l'impact sur la santé végétale en Guinée. Les mangues de la Guinée qui servaient d'exemple dans toute l'Afrique avaient été complètement affectés par ces mouches. Il fallait identifier, voir la population, proposer des traitements pour l'intérêt supérieur des producteurs fruitiers. Avec un financement conjoint de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'AFD à hauteur de 14 millions d'euros, ce projet illustre pleinement la valeur ajoutée du partenariat
entre bailleurs et institutions régionales au service des politiques agricoles ouest-africaines. Ce projet régional de lutte intégrée est porté par la CEDEAO avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Une synergie pour poser les bases d'une lutte harmonisée plus efficace. Les mouches ignorent nos frontières imaginaires. C'est pourquoi la CEDEAO, en collaboration avec ses partenaires, a lancé ce projet de lutte contre les mouches de fruits en vue de mutualiser les approches stratégiques, les méthodes de monitoring et d'intervention au niveau régional. Ce projet mis en œuvre en 2014 et 2019 a produit des résultats remarquables. Ces acquis ont naturellement conduit à l'élaboration d'une seconde phase, le projet Sirimao, avec un objectif: consolider et diffuser à grande échelle les résultats à la recherche, étendre les couvertures géographiques du dispositif à l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO. Si le projet s'achève, la lutte contre les mouches des fruits, elle se poursuit. Les partenaires appellent désormais à la pérennisation des acquis et à l'extension des bonnes pratiques pour sécuriser durablement des produits fruitiers, notamment la mangue made in Guinée, très prisée à l'étranger. Cap sur Kindia, où les travaux sur la relecture des lois portant sur l'identification des personnes physiques de l'état civil ont pris fin. Le comité consultatif a abouti à des conclusions porteuses d'espoir dans le sens de l'amélioration substantielle des lois sur l'identification. C'est une initiative du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Cette initiative de modernisation de l'état civil par le gouvernement à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC a connu la participation des représentants de 16 départements ministériels et institutions républicaines. Leurs travaux ont porté sur la rélecture des lois L19 et L20 du CNT portant sur l'identification des personnes physiques et de l'état civil, dont les conclusions ont abouti à des recommandations allant dans le sens de l'actualisation du régime de l'état civil en Guinée. Cet atelier, vous remarquerez, n'avait pas pour objectif une simple lecture des textes d'application de ces deux lois. Il avait pour but surtout de partager nos expériences et d'apporter des innovations dans le but de qualifier les textes qui ont fait l'objet de notre examen collectif. Compte tenu de la pertinence des sujets à l'ordre du jour et aux intérêts attendus de ceux-ci dans le cadre de la planification des politiques publiques et de l'amélioration de la sécurité et du bien-être des personnes, des institutions ont apporté leur soutien à travers le programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sortons très renforcés parce que les textes d'application là vont faire objet, n'est-ce pas, de signature par les autorités autorisées, mais aussi passer dans le journal officiel pour publication. Et après cela, nous allons procéder à la vulgarisation de ces lois pour permettre à tous les citoyens de comprendre les tenants et les aboutissants. À l'issue de ces journées de réflexion et de relecture de ces deux lois ici à Kindia, la Commission a formulé des propositions assorties de recommandations sur les deux lois qui vont être ensuite transmises et soumises à l'appréciation de la Commission des lois, de l'organe législatif, avant leur adoption. Et puis ce communiqué de la HAC relatif aux opérations de recensement des médias privés sur toute l'étendue du territoire national. La haute autorité de la communication HAC informe les fondateurs, administrateurs et directeurs de médias à tout type confondus du lancement d'une opération de recensement des organes de presse sur toute l'étendue du territoire national. La première phase de cette opération, qui aura lieu du 1er au 28 février 2026, concernera les organes de presse établis dans les régions de Kindia, Boké, Labé, Mamou, Farana,
Kankan et Zérekoré. Pendant cette période, les responsables de ces organes de presse, radio, télévision, presse en ligne, etc., sont invités à fournir aux équipes de l'AHAC tous les documents justifiant leur existence légale. L'AHAC publiera un communiqué pour la seconde phase de ce projet qui concernera la zone spéciale de Conakry. La Haute Autorité de la Communication HAC, soucieuse de la réussite de cette opération, sait compter sur la disponibilité et le sens de responsabilité de tous les responsables de médias. Signé le président Boubacar Yassine Diallo. Santé, et on parle de la fin de la campagne de prise en charge gratuite en chirurgie maxillofaciale au CHU d'Onka. Il a été question de développer les compétences du personnel de l'hôpital conformément aux objectifs des responsables. Parmi les patients, plusieurs sont venus des pays de la sous-région. Le récit avec Tierno Ousmane Diallo. Pour cette mission humanitaire de chirurgie maxillofaciale, une soixantaine de patients ont bénéficié de soins avec l'organisation Les Enfants du Noma. Et plus spécifiquement, la réussite de la première microchirurgie qui a consisté à remplacer la mâchoire d'une patiente par un os vascularisé prélevé au niveau du pied a marqué les esprits et constitue un tournant dans le développement du CHU d'Onka. On a passé le cap cette année avec succès et on est ravis de cela et probablement qu'on continuera à le faire. Ce sont des patients juste ici qu'on rapatriait en France ou ailleurs pour ces chirurgies complexes. Et cette année, donc pour la première fois en Guinée et pour la première fois pour notre association, on a donc réalisé cette chirurgie. Je crois quand même que c'est un élément marquant. Votre présence et vos actions ont apporté bien plus que des soins chirurgicaux. Elles ont redonné espoir, dignité et confiance à des communautés souvent négligées. Outre les patients guinéens, plusieurs autres venus des pays de la sous-région ont bénéficié de soins dans des blocs opératoires où se sont côtoyés durant 2 semaines des spécialistes venus d'horizons divers. Je tiens à saluer l'engagement remarquable des équipes chirurgicales guinéennes qui ont travaillé aux côtés de spécialistes internationaux du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire avec professionnalisme et dévouement. Cette collaboration renforce notre autonomie progressive dans la prise en charge des actes chirurgicaux complexes. Je suis très ému par cet élan de solidarité au niveau international qui permet donc à plusieurs praticiens venus de différents pays et surtout permettre de faire en sorte que des ressortissants de plusieurs pays puissent bénéficier des soins de qualité dans cet hôpital qui s'est donné les moyens. Cette mission s'inscrit dans la vision en lien avec la mise en œuvre du pilier 5 du programme Simandou 2040, la santé et le bien-être. Dans le même registre, 25 agents de santé viennent de recevoir leur certificat de formation en échographie. C'est à l'issue d'un programme intensif de 3 mois. C'est une idée du groupe DMD Imagerie et qui poursuit son engagement pour le renforcement des capacités du personnel médical en Guinée, un programme de formation qui a démarré depuis 2019. Suivez le compte-rendu de Hadia Toubari. Cette cérémonie marque la fin du cursus de la 6e promotion formée par le groupe DMD Imagerie Médicale. Elle s'inscrit dans la dynamique nationale d'amélioration du diagnostic médical et de la qualité de la prise en charge des patients dans les structures sanitaires publiques et privées. Cette 6e promotion marque une étape importante dans l'histoire de notre institution. Elle témoigne de la continuité, de la maturité et de la crédibilité de notre programme de formation. Elle confirme également la confiance que vous, apprenants, placez en notre vision et en notre mission. Pendant 3 mois, les participants ont suivi des modules théoriques et pratiques portant sur l'utilisation des appareils d'échographie et l'interprétation des images médicales. Nous étions 25 participants, issus de divers horizons, des médecins, des infirmiers et des sages-femmes, mais tous unis par une même volonté, celle de renforcer nos compétences pour mieux servir nos patientes et patients, en devenant meilleurs au service de la vie. La première question que je lui ai posée quand je suis venu, je me suis dit, est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays?
Il m'a répondu oui. Ce qui suppose qu'il est en train de faire la décentralisation de la connaissance et du savoir. À travers cette initiative, le groupe DMD Imagerie Médicale contribue à la professionnalisation du personnel soignant et à l'amélioration durable du système de santé. Dans le cadre du renforcement de notre système de santé et des grandes initiatives qui sont en cours dans la construction des hôpitaux régionaux, dans le renforcement de la décentralisation de la prise en charge des patients auprès de nos populations décentralisées, je pense que vous serez un maillon essentiel pour apporter et renforcer ce système en cours. Avec cette 6e promotion qui porte désormais le nom du docteur Honoris Causa, le groupe DMD réaffirme son engagement aux côtés des autorités sanitaires pour une médecine de qualité accessible à tous. Au même moment, à l'Université de l'Abbé, célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, une initiative du département langue et civilisation de la dite institution d'enseignement supérieur, une cérémonie marquée également par la tenue d'une conférence scientifique sur la langue arabe et la remise des attestations aux autorités universitaires. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. La Journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque 18 décembre. Une date dédiée à la valorisation de l'une des langues les plus influentes au monde. À l'Université de l'Abbé, cette célébration, organisée de façon différée, marque une première au sein de cette institution d'enseignement supérieur. Alors, nous avons échangé avec les organisateurs, les intervenants, sur l'importance de cette langue. Alors, c'est le moment pour nous tous d'œuvrer pour la promotion de cette langue comme une langue scientifique qui aujourd'hui est hébergée à l'Université de l'Abbé. À travers son département de langue arabe, l'Université de l'Abbé a déjà formé plusieurs étudiants diplômés dans cette discipline. Une filière qui porte aujourd'hui ses fruits et suscite un intérêt croissant chez les apprenants. Alhamdulillah, j'encouragerai tous parents d'élèves qui aussi ont des doutes sur l'enseignement franco-arabe, d'inscrire leur enfant dans une école franco-arabe. C'est très important et c'est très intéressant. Inscrite dans les programmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la langue arabe bénéficie d'un engagement renouvelé des autorités universitaires et de l'inspection régionale. Objectif, renforcer son enseignement et accroître son rayonnement académique. L'arabe n'est pas une langue fatale. Ce n'est pas une langue de la paresse, mais c'est une langue de civilisation. Une langue qui a contribué pour beaucoup de choses pour l'humanité. Beaucoup de cadres qui ont fait les études, non seulement en arabe, mais qui maîtrisent aussi le français et l'anglais. Et nous demandons au président d'accorder, pendant ces 7 ans que le peuple a accordé, de penser aussi à ces cadres-là, de les nommer aussi dans l'administration publique, notamment dans l'enseignement supérieur. Institutionnalisée par l'UNESCO en 2012, la langue arabe est parlée par plus de 400 millions de personnes à travers le monde. Elle est également la 6e langue officielle de l'Organisation des Nations Unies, adoptée en 1973. Éducation également, et c'est un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants de l'école élémentaire de Soumbouyadi dans la préfecture de Bofa. Ils bénéficient d'une assistance de la part de la société de transport maritime YIC Shipping évoluant dans la zone. Il s'agit des kits scolaires, des tables-bancs et un fourrage dans la cour même de l'école. Younous Atawel Kamara, reportage. Les élèves de l'école élémentaire de Soumbouyadi, dans la préfecture de Bofa, se frottent désormais les mains. Ils bénéficient des kits scolaires, des tables-bancs et d'un fourrage. Le geste est de l'entreprise de transport maritime YIC Shipping qui opère dans la zone depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale des entreprises, étant donné que nous sommes une société voisine de Soumbouyadi, nous avons jugé nécessaire d'intervenir dans le secteur éducatif afin d'apporter notre coup de main pour la formation des élites de demain. En faisant le don d'un fourrage de 681 manuels scolaires, 232 tables-bancs, 604 maillots sportifs, 4 ballons et plusieurs autres articles. Ce don vient au moment opportun pour encourager la scolarisation des élèves de cette zone minière et vivement salué. Avec un tel effectif, on vivait ici sans l'eau.
Et le plus souvent, ça a causé de retard dans le démarrage de nos cours, parce que le matin, il faudrait que les enfants aillent très loin de l'école pour aller chercher de l'eau potable pour boire. Donc si vraiment l'eau est dans la cour de l'école, dans l'enceinte de l'école, vraiment c'est un offre de soulagement pour nous. On avait des enfants, 4 enfants sur un même banc. Ça vraiment, si nous avons eu ces bancs-là, ça va améliorer le ratio élève-table-banc dans notre école. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à ce don de forage. Je prie à ce que l'autorité, les encadreurs de l'école puissent prendre soin. Parce que donner c'est bon, mais en prendre soin encore est meilleur. Avec ce don, l'entreprise Yikfong Shipping entend respecter le contenu local avec les communautés riveraines, mais surtout encourager la scolarisation des enfants dans cette zone minière de Bofa. Parlons à présent de la réglementation du secteur de la sécurité privée avec la mise en place et la vulgarisation de nouvelles mesures liées aux taxes et aux redevances dans le domaine. Quelques représentants des sociétés privées sont venus échanger avec cet organe de régulation du secteur afin d'assainir et d'améliorer les services. Mamadou Alpha Baldé, Marie-Angélique Bangoua. Ces dernières années, de nombreuses réformes ont été observées dans le secteur de la sécurité privée, jadis peu réglementé. L'Office de régulation des agences de sécurité et de protection civile, ORSP, lance une nouvelle réglementation qui encadre désormais le paiement des taxes et redevances dans le secteur. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais souvent, il y a certaines personnes qui font semblant d'ignorer. Et donc, lorsque ce texte-là est vulgarisé, nous oserons dire que les usagers, les acteurs et nous, ministère de la Sécurité et de la Protection civile, y compris le ministère des Finances, nous aurons le même niveau d'information. La nouvelle réglementation et l'ensemble de ses principes sont expliqués à ces structures de sécurité privée venues de tout le pays. Mais l'acte n'est applicable qu'aux acteurs. Donc il est très bien ou intéressant de convier ces acteurs et faire la restitution et la vulgarisation de ces textes-là dans l'intérêt de tous et de toutes. Je pense que la plupart des sociétés publiques, des sociétés privées ont des comptes bancaires. Donc au lieu d'aller dans leur banque et retirer de l'espèce et venir verser sur le compte, ils peuvent ordonner directement leur banque à procéder au virement. Et à défaut, le Trésor a déjà mis un dispositif en place qu'on appelle Trésor Paye. Des départements comme ceux des finances et de la sécurité sont impliqués pour favoriser une meilleure application des nouvelles mesures. Par rapport à la redevance qu'on doit payer aujourd'hui au niveau de l'ORSPC et de l'État, donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que non seulement ça va permettre de contribuer au développement de la Guinée, mais aussi permettre à booster l'élan de l'ORSPC dans leur mission de contrôle des agences non conformes. Au-delà de la lutte contre la concurrence déloyale, la réglementation des taxes et redevances permettra à l'ORSPC d'améliorer ses capacités d'action sur le terrain et de contribuer à accroître les recettes de l'État. Et puis cet autre communiqué de la Direction nationale de la marine marchande. Le directeur national de la marine marchande informe les armateurs et propriétaires de navires qu'une mise en demeure officielle est lancée à l'encontre des navires déclarés épaves et identifiés dans les eaux guinéennes. Les propriétaires concernés disposent d'un délai de 72 heures pour se rapprocher de l'administration maritime afin de procéder à l'enlèvement de leur navire. Passé ce délai, l'administration maritime procédera à l'enlèvement aux frais exclusifs des contrevenants avec l'application des sanctions prévues par le Code maritime guinéen et la Convention internationale de Nairobi. Signé le directeur national Paul Moussa Diawara. Libération des espaces publics à Koya, des encombrants physiques sont débarrassés. L'opération est la bienvenue. Les populations saluent la démarche. Plus de détails avec notre reporter Mangué Dantoumasuba. Accompagner la refondation, accepter ces réformes et ces exigences, c'est l'esprit qui prévaut à Koya, où les citoyens déjà sensibilisés sur le bien fondé de l'opération de déguerpissement ont déjà pris le devant. L'objectif, c'est de voir la ville propre.
Vous savez, l'assainissement a commencé à Conakry, l'assainissement des rues. Mais Koya, c'est la porte d'entrée de Conakry. Si Conakry est dégagé, Koya n'est pas dégagé, alors ça fait quand même une tache noire. C'est pourquoi nous avons demandé, à travers Monsieur le Président de la délégation spéciale, à tous ceux qui occupent les rues, de quitter d'eux-mêmes. Ils avaient le choix de quitter d'eux-mêmes ou de les faire dégager. Alors je leur ai dit que la préférence pour moi, c'est de les voir quitter d'eux-mêmes. Heureusement, c'est tombé dans de bonnes oreilles et ce matin, nous sommes venus pour vérifier si les gens ont effectivement quitté. Nous avons trouvé qu'une bonne partie a plié bagage et ils ont quitté les lieux. Le long des routes nationales numéro 1 et numéro 2, les encombrants physiques sont dégagés à l'exception de rares retardataires aussi prêts à s'exécuter. La population adhère complètement les judo du gouvernement. Les emprises sont complètement enlevées. Ça serait respecté puisque nous sommes en collaboration avec la police. Les femmes ne reviendront plus sur les emprises. Ça, c'est clair. Quand ils sont venus nous informer, on a enlevé tous nos effets. Nous savons que le président Mamadi Doumbouya veut travailler et moderniser ce pays. Nous sommes derrière vous, les autorités, malgré le soleil qui nous frappe. On ne peut pas s'opposer au gouvernement. Quelques heures avant la date butoir du lancement de l'opération de déguerpissement à Koya, les engins sont sur le terrain comme pour dire que l'opération de déguerpissement est la bienvenue. On sera à présent dans la sous-préfecture de Diomabana dans Sigiri. La localité était à l'honneur cette année pour accueillir le 7e rendez-vous islamique international. Il est organisé par des disciples de plusieurs érudits du pays pour formuler des prières et invocations divines en faveur de la stabilité. La tranquillité et le vivre ensemble sont au centre des engagements. Voici la correspondance de Yamokaba. Le district de Tognoulé, une autre cité spirituelle de Sigiri chargée d'histoire. Dans ce haut lieu du savoir, chaque année un rendez-vous islamique est organisé pour réunir autour du Saint-Coran tous les fils du pays. Cette année encore, le pardon divin est imploré pour le bonheur de la République de Guinée. Parmi les descendants de Frère Wassila, il y a plusieurs personnes comme Babou. Mais c'est Babou qui a eu la chance d'avoir cet honneur pour faire le ziara. Et Babou s'est occupé que de l'enseignement du Coran, de la religion. Babou s'est bien occupé de cela et il a beaucoup de disciples et beaucoup d'élèves. Et chaque année, ce sont ces élèves-là qui ont eu l'initiative de venir ici et essayer de voir comment ils pourront essayer de remercier leur maître. Et chaque année, on vient chaque fois pour assister à cette cérémonie. Et j'ai vu un mouvement qui est très important. Avec la population, je suis très satisfait. Ces retrouvailles perpétuent une longue tradition enclenchée par les promoteurs de l'islam. Parmi eux, Feu El Hadj Fodé Aminata Madissila, une figure paternelle. Dans cette localité, ces hauts faits sont rappelés pour entretenir sa mémoire. Si l'homme est pour Dieu, il fera tout pour toi. Comme Fodé Aminata Madi Babou, ses élèves se sont regroupés, plus ses descendants qui sont venus un peu partout pour rechercher la bénédiction pour son bien-être. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Les élèves sont venus faire la lecture du Saint-Coran pour leur maître. Nous avons conclu ça à une bénédiction pour la nation. Le 7e rendez-vous islamique international a duré 3 jours. Il est à perpétuer pour que règne la fraternité entre toutes les obédiences pour défendre l'intérêt de la Guinée, un bien commun à sauvegarder. Dans le pays Konia, les religieux se mobilisent pour la paix et le développement national. Un rendez-vous spirituel a regroupé des fidèles musulmans venus des 4 coins de la Guinée et des pays voisins pour lire le Coran et sensibiliser les populations sur l'importance du vivre ensemble dans le processus de développement du pays. L'initiative est de El Hadj Cheikh Oumar Farouk Kondé, érudit de Beila. Les Échos, c'est dans ce reportage signé de notre équipe basée dans la région, Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaye, Mohamed Lamine Diallo. Sous un ciel chargé de piété et de ferveur, la ville de Beila est devenue en ces jours le carrefour de l'islam en Afrique de l'Ouest.
À l'initiative de l'érudit El Hadj Cheikh Oumar Farouk Kondé, des fidèles et dignitaires religieux venus des 4 coins de la Guinée et des pays limitrophes se réunissent pour une lecture du Saint-Coran et une sensibilisation des populations sur la paix et l'unité nationale, gage d'un développement harmonieux du pays. Lire le Coran, faire des sacrifices et des bénédictions pour manifester notre reconnaissance vis-à-vis du tout-puissant Allah pour l'élection de Mamadi Doumbouya à la présidence de la République. Les gens sont venus de Conakry et d'ailleurs pour prier pour la réussite de sa mission à la tête du pays. Nous, étant membres de Daoudine, nous ne voulons pas rester en marge. Il faudrait que nous avons décidé, nous tous, que cette année, le sacrifice de Rajab est honoré par le président Mamadi Doumbouya à son nom et fait beaucoup de doigts pour lui, pour que la paix règne en Guinée. Dans cet esprit de spiritualité au service du développement national, symbolise la profondeur de l'intention qui accompagne cette initiative venant des religieux. Le grand projet du président de la République qui est Simandou 2040, la base c'est chez nous ici. Donc, si aujourd'hui nous recevons les érudits de partout, qui est appelé par l'érudit Cheikh, vraiment c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Au-delà de l'aspect religieux, cette rencontre de Beila porte une dimension patriotique affirmée de l'érudit El Hadj Cheikh Oumar Farouk Kondé a participé activement au processus de développement durable du pays. Et pour terminer, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football a tenu sa toute première réunion avec tous les membres complets. Le comité a passé en revue la situation de l'instance dirigeante de football en Guinée. La récente tournée de l'entraîneur du Sili national en Europe a aussi fait l'objet de débats. Images et commentaires, Mangamori Kamara, Djibril Kamara. Le premier point inscrit à l'ordre du jour est la présentation des nouveaux membres cooptés pour compléter le bureau exécutif à 13, comme stipule l'article 36 alinéa 1 des statuts de la Fédération guinéenne de football. Il a été également question d'échanger autour d'un certain nombre de sujets pour la relance du football en Guinée. C'était la rentrée des nouveaux membres du comité exécutif qui ont été cooptés conformément aux dispositions de nos statuts. Ceci s'est matérialisé par la détermination de tous ces nouveaux membres à apporter leur contribution au développement de notre football. Mais aussi, nous avons discuté d'un certain nombre de projets que nous voulons implémenter dans notre pays, notamment le projet d'implémentation de stades de proximité dans le pays et au-delà aussi le projet d'extension par la construction de tribunes amovibles pour les terrains de Mamou et de Farana aussi. Lors de cette réunion, le président de la Fédération guinéenne de football a clairement fait savoir au COMEX la portée du projet Forward qui permet aujourd'hui la réalisation de 2 terrains à gazon synthétique à Mamou et à Farana. La mission s'est très bien déroulée, tant en Espagne, en Italie, en France qu'en Belgique. De nouveaux joueurs binationaux ont été contactés et nous avons donc collecté les documents essentiels à la procédure de changement de nationalité sportive pour ces joueurs-là. Et aussi, il y a des joueurs qui sont restés réticents depuis longtemps, qui, de façon formelle, ont donné leur accord de pouvoir accompagner. Et au-delà aussi, nous avons parlé de l'unité d'hébergement des équipes nationales ici, à Nongo. Nous avons bénéficié donc du financement additionnel pour la rénovation et la restauration de l'unité d'hébergement de Nongo, ici. Loin de toute position et considération, la Fédération guinéenne de football, à travers son bureau exécutif, doit ouvrir la porte à tout dialogue pour le bien du football guinéen. Les ambitions sont certes énormes, mais l'effort collégial a plus d'impact positif. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.